Le cimetière du Felsberg est une institution pour les habitants de Saint-Avold. De nombreux Mosellans viennent parcourir les allées ombragées de cet endroit au royaume des morts. Loin de faire peur, on peut dire que la mort fascine. Partons ensemble à la découverte du cimetière du Felsberg à Saint-Avold en Moselle et découvrons la richesse et la diversité de l'art funéraire. Cette forme d'art souvent méconnue qui englobe les objets, les peintures et sculptures en lien avec la mort est généralement destinée à accompagner les dépouilles. Ce cimetière niché sur la colline du Felsberg, à 2 pas du centre-ville et joliment arboré, est le plus ancien cimetière de la ville, mais ce n'est toutefois pas le premier. En effet, à l'origine, les personnes décédées étaient enterrées autour et dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui se situait dans le cœur historique de la cité. À l'époque, on enterrait directement en pleine terre, sans caveau ni dalle funéraire. Les corps étaient simplement enroulés dans un linceul ou mis dans un cercueil en bois pour les personnes les plus riches. Les vestiges de cette première église de Saint-Avold, de style gothique flamboyant datant du XVe siècle et désaffectée en 1802, sont encore visibles sur la place Colin. Au fil du temps, et pour des raisons d'hygiène et d'insalubrité publique, le cimetière est fermé. Les ossements sont transférés à partir de 1763 au cimetière de Belle-Croix, situé en contrebas de la chapelle Sainte-Croix. Mais celui-ci fermera, pour les mêmes raisons, en 1850. Anticipant ce problème, le conseil municipal se réunit dès 1845 pour examiner la possibilité de création d'un nouveau cimetière. Un vaste jardin de 93 arts, entouré d'un mur de 2,50 m de haut et situé sur le flanc de la colline du Felsberg, sera choisi. En effet, il répond parfaitement aux 3 règles principales pour l'édification d'un cimetière, à savoir la situation hors agglomération, une orientation vers le nord pour retarder les décompositions des corps, et en hauteur pour protéger les nappes phréatiques. Les premières inhumations se feront le 5 février 1853. À cette époque, le cimetière du Felsberg était avant tout un lieu de représentation sociale. Plus on est riche et puissant, plus on le montre à travers les sépultures, les architectes ou maîtres d'œuvre à qui on fait appel ainsi que des matériaux utilisés. Tout cela est très important afin de réussir sa mort, et souvent les personnes étaient prêtes à économiser toute leur vie pour s'offrir de belles funérailles. Cette mentalité durera jusqu'à la moitié du XXe siècle. C'est l'architecte Robin de Sarreguemines qui a imaginé le plan et les détails de l'implantation du cimetière. Il s'agit d'un cimetière dit de type romantique, en terrasse et divisé en 4 sections réparties autour de 2 grandes allées perpendiculaires. La section nord-est était réservée aux inhumations communes des enfants de moins de 12 ans et contenait 449 fosses. À l'époque, les enfants n'étaient pas identifiés. Les 3 autres sections étaient destinées à toutes les autres inhumations temporaires de 5, 10 ou 15 ans. À partir de 1865, l'achat des concessions perpétuelles se multiplia, et ce furent surtout les riches bourgeois et propriétaires de Saint-Avold qui en firent l'acquisition. Ces concessions se situent essentiellement sur la 2e terrasse. Quant aux concessions trentenaires, indéfiniment renouvelables, elles étaient acquises par des commerçants, des artisans ou des officiers. Elles se situent au nord de la 2e terrasse, accessible par un escalier directement à gauche de l'entrée ou au centre du cimetière. Nous vous invitons maintenant à découvrir quelques monuments atypiques du cimetière du Felsberg et les symboles qui ornent ces tombes. Dans l'allée centrale, à gauche, plusieurs tombes jardins de style rhénan. Une tombe jardin est une tombe où il n'y a pas de dalle funéraire, mais seulement un espace réservé aux plantations. Tombe protestante allemande de type jardin rhénan sur la section 2, allée 1, tombeau numéro 2. Nous sommes devant une tombe protestante allemande.
Elle se caractérise par une absence de stèle, une forte présence de nature avec une croix sans Christ, car le culte protestant exclut toute forme d'image, de tableau ou de statue. On y voit également une palme qui est un attribut des martyrs, comme les premiers chrétiens, ou les victimes de causes justes ou de conflits armés. La palme, également symbole de victoire, décore régulièrement les tombes d'anciens combattants, de personnalités politiques, artistiques ou scientifiques, ainsi que les monuments aux morts. Ici, une rose. C'est en Europe la fleur des fleurs. Elle est la suggestion de l'amour et de l'amour partagé. Elle peut être représentée seule, en bouquet ou en couronne. Devant nous, un cénotaphe. C'est un tombeau élevé à la mémoire d'un mort, mais qui ne contient pas son corps. Le corps est enterré en dessous, dans un caveau sous terre. Ici, un tombeau en calcaire composé d'un socle monumental rectangulaire posé sur 3 degrés et sur lequel repose un sarcophage à pattes de lion à l'antique. Ce tombeau de famille fortunée comporte tous les attributs flamboyants de la symbolique funéraire du XIXe siècle. La couronne de laurier, symbole des vainqueurs, les guirlandes de laurier guidant les morts dans l'au-delà, retenues par des motifs de cuir, et au sommet, une croix latine ornée de feuilles de lierre prenant naissance dans un bouquet de flammes. La flamme évoque la vie, le souvenir vivace de la transmission. C'est pourquoi une flamme perpétuelle brûle au-dessus de la tombe du soldat inconnu. Aux angles du premier degré, un ornement architectural composé d'un vase en pierre surmonté d'une flamme décorée d'un motif d'ove, c'est-à-dire en forme de moitié d'œuf, coupé selon sa plus grande dimension et qui sert de décorer les moulures. La chapelle funéraire de la famille André Bonguer. Datée de 1896 et réalisée par l'architecte Jacquemin de Metz, cette chapelle est en calcaire et de style néoclassique. Elle possède une porte en arc plein cintre flanqué de colonnes et pilastres à fûts cannelés et chapiteaux corinthiens. Elle est ornée d'une couronne de laurier, de drapés retenus par de faux clous. Les parties latérales portent des guirlandes de laurier. Le fronton triangulaire porte sur son tympan le monogramme de la famille, un B sur un motif de cuir surmonté d'une palmette et entouré de palmes. L'ensemble est surmonté d'une croix fleuronnée. La porte, en fer forgé, est dotée d'une ornementation géométrique florale. 3 verrières non signées ornent l'intérieur. Au bout de cette allée, nous pouvons découvrir le carré des religieux. Plusieurs prêtres, personnages majeurs dans la vie locale, dont Nicolas Dicop et Lambert Poncelet, y sont enterrés avec toute la symbolique due à leur rang, gravée sur leur sépulture. Un carré est réservé aux religieuses. Celui-ci ne comporte ni nom ni décoration. Découvrons à présent la croix de l'abbé Poncelet à la section 3, allée 1 et tombe numéro 34. L'abbé Lambert Poncelet passa 39 années, de 1841 à 1880, à la tête de la paroisse et réalisa de nombreux travaux d'embellissement de l'abbatiale Saint-Nabor. Son œuvre majeure est l'acquisition par la ville de l'actuel presbytère. Cette croix a été conçue par l'architecte Génie. On note dans la sculpture la représentation de la Légion d'honneur ainsi que le calice, symbole de prêtrise. Il était très courant à l'époque de faire graver sur sa tombe les honneurs ou décorations honorifiques reçues au cours de sa vie. La tombe Adolphe Aiselé, section 3, allée 4, tombeau numéro 1. C'est un tombeau en calcaire composé d'un piédestal de plan rectangulaire vertical, décoré d'ornements végétaux et surmonté d'une croix en rond de bosse. La particularité de cette tombe est que sur le socle est représenté un sablier ailé, symbole du temps qui passe, de la fuite du temps et donc de la mélancolie.
Le sablier est souvent représenté avec des ailes de chauve-souris, mais ici on aperçoit des ailes d'ange, ce qui est de bon augure. Le piédestal porte une plaque de verre gravée en noir du nom des défunts. Elle est encadrée d'un décor de branches de chêne. Sur les faces latérales sont sculptées 2 couronnes de laurier, retenues par des accroches-couronnes en bas-relief. La croix repose sur un socle sculpté de rondins de bois. Les branches de la croix sont à l'imitation de bois écoté. Une lourde draperie entoure le croisillon et retombe en de nombreux plis sur le socle. Ce tombeau est l'un des 9 tombeaux à imitation de la nature présents dans le cimetière. Autre lieu remarquable, section 6, allée 1 et tombe numéro 4. La tombe de la famille Néron-Bourget, sculptée par Laroche François-Adolphe. Ce monument a été érigé par un mari en l'honneur de sa femme décédée. On observe les motifs floraux, les roses et les chrysanthèmes pour symboliser l'amour. L'encre représente la fidélité. À côté de la croix, un ange pleureur, tête baissée, tient en sa main une couronne qui porte l'inscription « Souvenir ». Les couronnes, en forme de cercle, représentent l'immortalité. À travers ce monument, M. Néron-Bourget rend un bel hommage à sa défunte femme et lui témoigne son amour ainsi que son souvenir éternel. Jean-Baptiste Saint-Pie, section 6, allée 2, tombeau numéro 10. Ce tombeau en calcaire est constitué d'un piédestal rectangulaire vertical et d'un socle sur lequel sont sculptés 2 flambeaux renversés. L'ensemble porte une urne funéraire voilée surmontée d'une petite croix en fer forgé. Le monument nous indique que les Saint-Pie sont issus d'une famille de tanneurs de Saint-Avold depuis 1646. Sur ces tombes, un symbole fort de la mort, la colonne brisée. La colonne est un emblème de vie, un trait d'union entre le ciel et la terre. Lorsqu'elle est brisée, elle évoque la mort prématurée d'un jeune homme, ou tout au moins d'un homme en pleine force de l'âge. Ainsi, on la retrouve sur la concession de la famille Aubryon-Horth-Walter pour la mort de Georges Walter à l'âge de 20 ans. Ici, la colonne tronquée surmonte un piédestal de style néoclassique portant les noms des défunts ainsi que leur date de naissance et de décès. Sur la tombe de la famille Altmeyer, la colonne de calcaire blanc est rehaussée d'une petite croix et symbolise la mort du jeune Léon Altmeyer, élève de Polytechnique et décédé brutalement à l'âge de 21 ans. De nombreux objets évoquent la mort, et parfois de manière très crue, comme les voiles, les linceuls, les urnes funéraires. D'autres fois, les symboles se font plus doux et poétiques, comme les flambeaux voués à s'éteindre, ou les ailes accolées au sablier incarnant l'âme qui s'élève vers le ciel. Au deuxième niveau de la section 8, l'allée 1 et la tombe numéro 9, la chapelle baldaquin de la famille Dufour. Sur la deuxième terrasse se trouvent les concessions perpétuelles des riches bourgeois et autres propriétaires de Saint-Avold. Ainsi, la chapelle funéraire de la famille Dufour, datée de 1878. Cette chapelle baldaquin funéraire en calcaire blanc, de style antique, est entièrement ouverte. Elle est de plan allongé et constituée d'un seul vaisseau. Sur la façade principale, 2 colonnes à chapiteaux à feuilles d'eau portent un fronton triangulaire dont le tympan est gravé d'une ornementation végétale. Le tout est surmonté d'une croix. Les murs latéraux sont constitués de balustrades ajourées. Le mur du fond est occupé par une croix fleuronnée sculptée. Il est encadré par 2 colonnes à demi engagées au chapiteau à feuilles d'eau. Une tablette servant d'autel est accrochée au mur. Au-dessus du prie-dieu, des traces d'accrochage subsistent. Elles accueillaient sans doute la plaque de marbre portant les noms des défunts.
Elle est posée aujourd'hui au sol. Est également posé au sol un accroche-couronne qui devait se trouver sous le prie-dieu. Le sol est carrelé. Les inscriptions « Regrets éternels » et « PDPE », ce qui veut dire « Prier Dieu pour eux », sont gravées sur la plaque de marbre. Ce monument est signé Steinmetz, un marbrier très actif à Saint-Avold à cette époque. Plus loin, au fond de l'allée, nous découvrons l'ossuaire Saint-Pierre-et-Paul. Son nom vient évidemment de la première église paroissiale dont nous avons parlé au tout début de notre visite. Lors des travaux de restauration et de transformation de cette dernière, qui ont eu lieu en 1987, 2000 squelettes avaient été retrouvés enfouis sous plusieurs mètres de terre. Il avait alors été décidé de transférer tous ces ossements dans un ossuaire du cimetière du Felsberg. Une histoire bien connue de la population locale, celle de la petite Anne-Marie Reder, dont on voit ici la sculpture en taille réelle. Alors âgée de 10 ans, elle serait morte d'épuisement, probablement un problème cardiaque, après avoir parcouru à la corde à sauter le chemin de la gare jusqu'à la place Saint-Nabor. Les parents ont tenu à rendre un bel hommage à leur petite fille grâce à une sculpture plus vraie que nature. Les vêtements sont d'époque et tous les détails sont travaillés. La fillette tient dans sa main droite un chapelet et dans sa main gauche un lys brisé. Le lys est le symbole de la pureté. Cette tombe est l'œuvre du sculpteur Laroche de Kédange. Cette chapelle funéraire de type néogothique à plan allongé est dotée de 2 baies trilobées. La porte en fer forgé est ornée de 3 médaillons avec un visage voilé et d'une ornementation florale. Elle est surmontée d'un tympan en arc brisé dans lequel une fenêtre trilobée ouvre sur l'intérieur de la chapelle. Des pinacles à fleurons s'élèvent de part et d'autre de la façade principale. L'ensemble est surmonté d'une croix fleuronnée. La chapelle est en pierre de Jaumont. Cette pierre de couleur jaune-or est extraite de Moselle au-dessus d'anciennes mines de fer désaffectées, lui donnant sa coloration. Le cimetière du Commonwealth. Ce cimetière a été créé pour les soldats tombés lors des différentes guerres. On y trouve une stèle en mémoire des anciens d'Indochine, une stèle pour les anciens du 18e régiment de chasseurs à cheval et une zone regroupant des tombes de soldats allemands. Il est maintenant temps de refermer les portes du cimetière, en espérant que cette visite virtuelle vous aura permis de découvrir ce lieu discret, calme et serein, souvent méconnu du passant lambda, mais tellement imprégné de l'histoire locale. Vous aurez également acquis quelques notions basiques sur l'art funéraire et nous espérons que ce retour dans le passé vous aura donné envie de venir voir sur place ce petit Père-Lachaise naborien qui a encore beaucoup de trésors cachés mais tellement accessibles à qui sait prendre son temps et observer.